Saluez-vous, petit et gros sans vacule. Aujourd'hui, on fait les Chroniques de l'ombre du studio, enfin d'Avalon Edition. Voilà, un nouveau studio. Et ils ont licencié ça par Pledge. J'ai eu des lettres Pledge. A priori, c'est pas encore dispo et je ne sais pas si ça le sera en boutique. Ça finira peut-être en mode tu peux l'avoir en PDF. Et puis voilà. Donc, c'est un jeu qui se dit le jeu de rôle temporel parce qu'effectivement, on est dans des histoires de globi-boulga, de voyage dans le temps. Le contexte de base, fin du monde, l'ombre ravage absolument tout. Vous faites partie des tout derniers survivants qui fuyaient vers un sanctuaire du dieu des humains, voilà, tout simplement, on va le dire simplement. Et il y a plein de petits twists sympathiques dans le scénar. Et puis voilà, donc les auteurs déjà, hop, un tout petit peu dans l'ordre. On a Frédéric Mortalena, que c'est son idée originale et c'est lui le chef de tout ça, en co-créateur, Thomas Dumais, Guillaume Michel et Guillaume Malo. Et on a aussi donc Thomas Dumais qui apparemment s'est pas mal occupé des illustrations, qui on va le dire tout de suite, c'est un des points forts du jeu, hein, Thomas Dumais. Il touche sa bibille, c'est vraiment... Les illustrations sont toutes splendides. Hop, j'en ai présélectionné une ou deux, on va s'en sortir. Alors il y en a des sombres qui rendent très très bien. Hop. Et il y en a des un peu plus clairs qui rendent tout aussi bien. Tatin. Donc bon, hein, comme d'hab, cap de merde, machin. Mais non, non, vraiment les illustrations, c'est de n'importe quel gros studio, ça rivalise. Voilà, ça rivalise avec toutes les grosses prods de gros studios qui peuvent se payer des bons illustrateurs. Bah là, l'illustrateur, il était béton. Voilà, voilà. Donc les points positifs, ouais, j'ai regroupé. Alors, on va le dire clairement. Je suis très ambivalent par rapport aux Chroniques de l'ombre. D'un côté, je suis tombé complètement amoureux, ça sent la passion, ça sent le. Et de l'autre, il y a certains points sur lesquels j'ai un peu envie de lui péter les genoux. Donc voilà, on va dire tout le bien que j'en pense et aussi tout le mal que j'en pense. Comme ça, on mâchera pas ces mots. Pareil sur leur site, ils mettent bien que c'est un produit qu'ils ont réussi, donc un jeu qu'ils ont réussi à créer au bout de 15 ans de maturation. Bon, ça c'est pareil, ça c'est un truc amateur qui connaît pas le milieu. On met pas qu'on a mis 15 ans pour pondre un jeu, c'est un indicatif négatif dans le milieu du jeu de rôle. Ça sous-entend en fait que t'en as chié pendant 15 ans. Enfin voilà. Si vous êtes amateur et que ça fait 15 ans que vous passez sur votre... Ne le dites pas. Voilà, quand vous démarchez des maisons d'édition, dites ouais, ça fait 5 ans. Dites pas ça fait 15 ans, sinon ça fait un peu peur aux gens. Faut le savoir. Donc les plus, des illustrations donc qui tabassent absolument. C'est les illustrations, c'est une tuerie. Ça dégouline de la passion. Ça, on sent qu'ils ont aimé leur bébé et puis que c'est une campagne qu'ils ont dû jouer à la maison 15 millions de fois. Du scénario grand spectacle. Hein, c'est un petit peu de l'avant-garde Marvel. Toutes les qualités qui vont avec. Bon, on verra, il y a les défauts aussi. Mais oui, c'est de l'épique, c'est du twist dans tous les sens, voilà, c'est du grand spectacle et on t'invite vraiment dans une aventure, sauf le monde, si ce n'est l'univers de la fin des temps, le tout dans un grand élan épique. Il y a un système qui est innovant, hein, ils ont fait leur propre petit système dont les bases sont très simples, qui a aussi tous les défauts des systèmes un peu faits par un groupe de potes à la maison. Ça se passe sur des dés de 6, mais voilà, des fois faut faire plus, des fois faut faire moins, hein, genre test de carac et attribue tout ça, bah, faut faire en dessous de ton niveau, qui va de 1 à 5. Par contre, quand tu fais un test de chance, faut le faire en fait faut faire 5 ou 6. Donc des fois faut faire plus, des fois faut faire moins, et c'est encore pire avec le système de combat. Alors au niveau du système de combat, on a un accélérateur de combat qui fait que dès que vous êtes voilà, numériquement avec vos petites fiches de perso nettement au-dessus des mecs avec qui vous battez, on se fait pas chier à faire un combat, on se fait pas chier à perdre du temps, c'est hop, vous décrivez comment vous les avez vaincus. Et ça c'est bien, ça accélère l'histoire, ça c'est quand même vraiment une bonne chose. Surtout que le système de combat est un peu... il est pas à rallonge, la mécanique est un peu à rallonge, on vient dessus après. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Bah oui, la structure. Il y a une structure pédagogique, au sens au début, tu as les bases du système, les races que tu peux jouer, les petits historiques, on t'explique le système, et boum, après c'est la campagne, et après c'est les annexes. Bon, selon moi, ils auraient dû mettre les annexes, en fait, après la créa de perso, et avant la campagne, parce que du coup, en fait, ça aurait été plus bitable. Voilà, la campagne aurait été plus bitable. L'autre truc aussi, c'est qu'au financement, bah, ils se proposaient, s'ils atteignaient un certain palier, de tirer toutes les fiches d'armes et puis tout le matos à côté. C'est pas le cas, donc faut jouer avec la photocopie en fin du livre. Et ça va poser quelques petits problèmes conséquents. Ouais, on va montrer clairement. Ça, c'est ta fiche de perso. En bas, il y a des cases.
main gauche, main droite, machin, accessoires. Mais en fait, c'est fait pour que dessus, tu poses des cartes. Hein. Ça, par exemple, c'est vos accessoires. Et ben, tu le mets littéralement sur ta fiche de perso. Tu le poses. Et c'est la même chose avec les armes. C'est là, par exemple, qu'on voit que les armes lourdes, elles prennent 2 cases. C'est-à-dire sur ta fiche de perso, effectivement, hop, elles vont être posées aux 2 endroits. Alors que des armes plus normales, elles vont prendre qu'une case et tu peux en avoir une dans chaque coin. Voilà, avec les codes couleurs, savoir si c'est des armes légendaires. On te dit bien de ne pas donner avant la quête 5, sinon ça déséquilibre le jeu. Ouais, là je passe des petites graines sournoises. Enfin, c'est dans ce genre-là. Et puis plein d'effets d'armes. Hein. Là, il y a une page d'effets d'armes, mais de l'autre côté, il y a aussi des effets d'armes. Papin, je commence à aller dans tous les sens déjà. Hop. Donc les plus, une illustration superbe. Oui, effectivement, sans la passion des créateurs. Un scénario très grand spectacle, plein de thickness et puis de petits twists temporels mignons rigolos. Un système qui est innovant. Il faut quand même le souligner qu'ils se sont cassés le cul à créer un truc nouveau. Donc voilà, belle intention. Un système qui en plus sur ses bases est simple. L'accélérateur de combat, je le souligne, mais c'est vraiment sympathique. Et une structure pédagogique que je vais pas expliquer. Voilà, on va l'expliquer. Hop, tombe bien. Donc là, par exemple, c'est le petit truc pour les maîtres de jeu. Alors, tu as le petit livret, voilà, tu as un livre qui est posé, et puis tu sais que c'est à toi de lire. Après, en bleu, vous avez les descriptions à lire aux joueurs. Et puis des fois, il y a d'autres types d'encarts, voilà, qui sont comme ça, on prend un plus gros qu'on voit mieux. Un plus gros qu'on voit mieux, j'ai dit. Voilà. Ça va être les encarts, ce que les personnages sont censés savoir, que tu vas leur lire aussi. Et ça, c'est l'encart de fouille. Bon, on reviendra dessus. Mais donc, du coup, tu as quand même un petit côté pédagogique où tu as les petites infos pour toi, la lecture que tu leur fais, les infos spécifiques que certains sont censés savoir, le tableau s'il y a des fouilles, puis après, tu as la description de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils font quoi. Ce qui me fait ma transition. Le tableau de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils font quoi, en fait, on va le dire tout de suite, c'est très linéaire. C'est presque aussi linéaire qu'un livre dont vous êtes le héros. Ça se voit très bien sur les débuts, par exemple. D'ailleurs, linéaire ne veut pas dire mal. Hein. Prenons cas concret. Allez, on va prendre le début de l'histoire, où le trait est plus marqué. Blablabla, le texte à lire, blablabla, le texte à lire. Et là, en gros, en fait, bon, je vous disais, vous arrivez sur le dernier refuge de l'humanité, le temple du grand œil. Et puis du coup, gros méchant dont t'as pas les caracs, hein, dommage, qui vous attaque. Et vous pouvez, 3 choix vous sont proposés, combattre, prendre la fuite, porter secours aux autres survivants. Si vous combattez, on vous dit de toute façon, les personnages, littéralement, lors de ce combat, ni la créature, ni les personnages ne peuvent mourir. On t'explique quels sont les personnages, forcément, en fait, ils vont perdre contre cette créature. Donc, t'as pas les caracs, t'improvises ce que tu veux, c'est bidon. Prendre la fuite, qui est en fait l'option que voilà, vous êtes obligé de le faire. Mais si avant tu portes secours aux survivants, c'est bien, parce que juste après, tu vas gagner des champignons et puis des objets bonus. Donc voilà, fausse liberté. C'est pas forcément un mal en soi, la fausse liberté. Surtout quand c'est très bien géré et puis que les joueurs ils ont l'impression d'être libres, c'est bien. Et là en l'occurrence, de toute façon, vous faites attaquer devant le refuge. Est-ce que vous résistez un peu ou est-ce que vous barrez? Bon, en l'occurrence, ouais, il n'y a pas 15 millions de choix. On arrive dans le refuge, youpi. Description, ce que tout le monde sait, ce que certains en fonction de leur espèce et puis de leur historique savent. Hop, repetit texte. Le texte qui va me faire gueuler après. Et puis voilà, quand vous arrivez ici, par exemple, je vous disais dans les fausses libertés, alors qu'est-ce que tu fais par rapport aux autres groupes de survivants? T'as quand même l'option, si t'es débile et que tu veux les taper, en fait, les golems qui sont présents, qui sont des espèces de robots service de l'humanité, ils vont t'empêcher de taper les autres réfugiés. C'est sympa, hein. D'un autre côté, il faut reconnaître que c'est pas seulement débile. Tu peux jouer certaines espèces qui peuvent avoir des raisons d'attaquer des petits innocents. Par exemple, tu as les ogres change-forme qui sont obligés de bouffer des gens. Après, tu vas pouvoir jouer des extraterrestres tout chelous. Tu vas pouvoir jouer des démons. Dans quelle classe tu peux avoir. Il y a une classe qui, on va revenir dessus, mais qui est une classe d'enculé fini. Enfin, t'as pas mal de petites choses comme ça. Mais tout ça pour dire que c'est très linéaire. Et que pareil, là en fait, on vous met la pression du genre, vous venez de rentrer, l'ombre qui envahit le monde
cogne aux portes. Enfin voilà, vous êtes censé mettre de l'ambiance puis de la pression pour les joueurs, parce que vous avez un chrono de 30 minutes pour le truc. Sauf qu'en fait, si vos joueurs prennent bien le temps de faire tout plein de fouilles et de jeter leur dé de 6, ils peuvent tomber sur une lame légendaire, cachée dans une petite cachette du mur. Donc dès la scène 2, on te contredit complètement le truc à pas faire, ne donnez pas d'armes légendaires. Ouais, tu me dis, attends le chat. Avant la cinquième quête, parce que sinon ça va tout déséquilibrer. C'est pas grave, t'en as une. Ah, vous allez me dire, ils sont gentils avec les joueurs. Non, parce que exactement avec le même système de drop à la con, parce que je fouille comme un con sur des trucs aléatoires, on peut en trouver une deuxième. Donc deux armes légendaires déjà qu'on t'explique clairement que ça déséquilibre complètement le truc. J'arrive, le chat il pleut pas, tu m'attends. Donc ça par exemple, ouais, ça me fait un peu zuter. Voilà. Ce genre d'exemple, on fait complètement le contraire. D'ailleurs, vous noterez aussi que hop, elle est pas à la même taille du tout que les autres cartes que je vous ai montrées. Vous allez me dire c'est pas grave, on la retrouve au four. Non, on la retrouve pas au bout. En fait, on la retrouve pas dans les annexes. Et l'autre non plus. C'est qu'il va falloir jouer avec la photocopieuse pour rendre le truc un peu plus grand, pour que ça corresponde bien à la cacase. Ou pas, si vous n'avez pas envie de vous faire chier. Voilà, sur des petits trucs comme ça. Ah, je suis censé être dans les neutres, là. Donc, revenons aux neutres. Ah, il y a un système de vie de PJ. Vous allez souvent avoir l'impression qu'il y a un côté très jeu vidéo. Puis un peu jeu de société. Mais vos personnages, c'est justifié par l'histoire, hein, mais ils ont 3 vies. Voilà, ils ont 3 vies. Ça vaut ce que ça vaut. Ça peut avoir des côtés sympas. La mécanique jeu de société, ça se sent en fait au niveau du système de combat. Je l'ai mis dans les neutres parce que bon, moi j'aime pas du tout. Mais il y a des gens qui vont bien aimer ça. À savoir que le combat, à chaque fois que c'est ton tour de jeu, tu as le droit autant d'actions que ta dextérité. De 1 à 5. Mais t'as pas le droit d'avoir plus de dés que tes points de destin. Au début, 2 pour tout le monde. Or, à chacune de tes actions, tu dois attribuer un dé, sinon tu n'as pas d'action. Traduction, vous avez tous 2 actions depuis le début, en fait. Puis ceux qui ont plus en dex, ils gagneront des actions quand ils gagneront en destin. Ce qui fait que c'est pas je jette mes dés quand je tente des trucs, c'est avant de choisir ce que je fais. Je jette mes 2 dés, et là, je les répartis dans ce que je veux faire. Par exemple, une action de mouvement, tu peux mettre un dé de n'importe quelle valeur, tu t'en fous. Par contre, pour tes actions d'armes, tu as des armes, il faut faire maximum 4. Tu as d'autres armes, il faut additionner tes dés pour atteindre un certain seuil. Tu as des armes, il faut faire pair. Tu as des armes, il faut faire impair. Tu as des armes, il faut faire 5 ou 6. Voilà, tu as des armes que tu peux utiliser plusieurs fois. Par exemple, tu peux mettre tes actions là. Hop, on va dire que tu as 3 actions. Tu peux mettre 3 coups de poing. Par contre, si t'as un katana, t'as le droit de taper qu'une fois. Tes 2 actions, t'es obligé de faire autre chose, parce que le katana est mono-attaque. Je sais plus, il faut faire pair ou impair. Enfin voilà, hop, tu jettes, on va dire que t'as les 3 bondés pour l'utiliser, bah non, tu pourras quand même utiliser qu'un seul coup de katana. Donc le concept d'enchaînement, tu te le mets dans ton cul, hein, on va le dire clairement. Voilà, il y a plein de petits trucs comme ça qui, d'un point de vue ludique, dans comment que ça tourne avec les méchants, et vu qu'à la fin, de toute façon, on est vraiment dans l'affrontement de boss de fin de jeu vidéo ultra cheaté, ça tourne pour tout le côté jeu de société bien fun. Le système, ludiquement, il est même plutôt intéressant. Tous les mini-maxeurs, ils vont s'amuser à comparer leurs armes pour faire les meilleurs combos possibles avec les effets secondaires des armes, les pouvoirs des armes, les armes qui sont réutilisables 1 ou 2 fois, les armes qui peuvent donner qu'un coup par round. Ah, eux, ils vont s'amuser. Tous ceux pour qui le système doit aider, fluidifier le jeu pour qu'on puisse être dans une histoire et qui n'aiment pas trop les règles méga lourdes et le mini-maxage à outrance, un peu comme moi, c'est l'antithèse, quoi. Voilà, c'est l'antithèse. Les règles ne racontent rien. Les règles sont un système ludique de jeu de société en soi. Voilà. Il n'y a aucune raison que certaines armes tu puisses taper 2 fois avec et d'autres non. Si ce n'est les mécaniques jeux de société pour faire des cartes différentes qui ont des effets différents et qui fait que voilà, les armes que tu arrives à grappiller dans le jeu en trouvant les bonnes caches secrètes ou en les prenant sur les bons ennemis, en fouillant au bon endroit, et tu fais une collection d'armes. Dès le début, vous avez un putain de sac sans fond. Donc il y a vraiment ça. Il y a le côté jeu vidéo, ouais, on met plein d'items, plein d'items. Puis tu fais le tri dans tes items pour prendre les meilleurs combos d'items pour t'amuser à faire des combats type jeu de société. Qui arrive mon chaton. Et donc ça moi, ça m'a indigeste. Mais c'est un énorme effort pour typer le jeu et rendre les combats un peu rigolos, mais pas rigolo sur comment on a l'habitude que ce soit fait en jeu de rôle, rigolo parce qu'il y a un tas de mécaniques qui en soi tournent bien, qui sont qui sont marrantes d'un point de vue de société. Enfin, c'est des bonnes mécaniques. Je dis juste que à mes yeux, elles racontent rien en termes de jeu de rôle. Voilà.
rapportent rien en termes de jeu de rôle. Au contraire, elles alourdissent, elles minimax. Ouais, tu vas avoir des joueurs qui vont passer leur temps à comparer leurs 4 pour les meilleurs combos de pouvoir d'attaque en fonction des trucs spéciaux à faire, rôder et puis au machin, plutôt qu'à te faire une bonne description que je fais ci, je fais ça. D'ailleurs, bon, au niveau des descriptions, je mens un peu. Tu peux faire des petits tests, des fois, genre, oh, je fais un test de carac pour, c'est l'exemple qu'il donne, glisser dessous les l'ennemi pour avoir un meilleur angle d'attaque. Bon, le MJ choisit arbitrairement après un bonus à te donner. Il n'a pas d'aide pour ça. L'initiative, c'est le MJ qui choisit aussi, pareil. Ça, c'est un peu la porte ouverte pour qu'il y ait des dérapages, hein. Enfin, le fait que le MJ soit pas aidé dans ses bonus-malus, et puis le fait qu'il n'y ait pas aucun système d'initiative, mais que c'est juste complètement MJ qui choisit, je trouve ça un peu, voilà, c'est pas forcément une super idée. Enfin, c'est pas forcément une super idée, vu comme il y a plein de règles pour le reste. Parce que sinon, moi, j'ai rien contre, hein. Bon, donc on disait que c'était extrêmement linéaire. Oui, on a dit que c'était extrêmement linéaire. Vraiment, très linéaire. Après, bah, c'est aussi une des forces du truc, c'est que il y a un côté pour débutants tout pris en main. Enfin, c'est ce que je vous montrais, hein. Hop, tu lis, tu arrives sur la scène, vous lisez le machin. Vous avez les actions qui sont disponibles pour les PJ et qui sont trop resserrées. Et puis à eux de jouer. Voilà, t'as le bac à sable d'un côté, t'as ça à l'extrémité inverse. En sachant qu'il y a une ou deux passages où effectivement, oh, vous arrivez en ville, oh, mes PJ ont plein d'idées qui n'étaient pas du tout prévues dans le scénar. Ce qui fait que quelqu'un qui prend ça en se disant ouais, c'est un super jeu d'initiation et tout, mais pré-mâché, ouais, il y a 2-3 endroits où vous risquez de l'avoir. Même si par exemple, enfin, les villes sont vraiment bien détaillées sur le côté, tel point. Je ne doute pas de la capacité d'un groupe de joueurs à avoir voilà, une idée qui n'a pas été prévue par les auteurs. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais c'est un choix de forme qui s'assume complètement, qu'ils ont porté jusqu'au bout, enfin qui est plutôt voilà, qui est plutôt bien travaillé, qui est pas du tout ce que je préfère. Mais en tout cas, c'est comme ça, voilà, c'est comme ça, hein. Les quêtes s'enchaînent, les scènes s'enchaînent, et tu es complètement pas mal dépendant de tout ça. Les persos anti-jeu, oui, les persos anti-jeu, les persos qu'on aime avoir. Oui, par exemple, l'adepte de Hilda Baot, le mec qui va complètement faire rager tous les autres joueurs parce qu'à la fin, il y a une fin spéciale pour lui. Ouais, j'ai niqué tous les autres copains de la table, ouais. Mais partez pas les gars, arrêtez de me faire la gueule. Bon, voilà, faut le savoir quand tu mets les pieds dedans, hein. Mais si avec lui, non, mais il y a aussi des races qui te proposent ça, hein. Le Nosfera, le démon. Bon, après, il y a aussi un peu tout le monde des fois qui peut être tenté, mais il y a vraiment certains, voilà, vous pouvez faire exprès des créations de perso où vous allez être des gros fouteurs de merde et dans le pur anti-jeu de je plante le scénar pour tout le monde. Parce que bon, c'est structuré pour que tu as plusieurs fins possibles, hein, à la fin. Bah oui, c'est ultra linéaire, forcément ça vous amène à des fins spécifiques et possibles. Et tu as une fin qui est toute meilleure que les autres, et puis t'as des fins mitigées, puis t'as des fins t'as mal fini. Bon, bah t'as la fin, oh, les démons, ils ont gagné, et puis bah s'il y a un personnage démon dans le groupe, il va vachement, voilà, il y a un moment, il va vachement l'imposer à tout le monde. C'est la même chose avec les Nosferas, enfin c'est, voilà, il y a 2-3 passages qui sont discutables d'un point de vue, ça peut être quoi le jeu de rôle. Après, c'est un jeu qui prend son parti pris, qui est vraiment, voilà, qui est sur des rails, et puis du coup, il y a des fins différentes à découvrir. Il y a même des petites options à la fin pour que le scénar soit rejouable. Voilà, hop, vous avez fini, vous êtes renvoyé dans le temps et il y a 2-3 petits trucs qui changent et vous retournez avec tout votre matos et toute votre expérience et vous refaites le jeu. Et hop, vous êtes renvoyé dans le temps, il y a d'autres trucs qui changent et vous, voilà, tu peux le faire en boucle, tu peux rejouer le même scénar 3 fois. Certaines pourraient même être crédibles. Enfin, la troisième option, en fait, s'il y a, voilà, vu que vous avez déjà sauvé tout ce qui s'est passé, bah, il y a d'autres gens qui viennent du futur sur le problème après, que dans ce que vous avez sauvé, bah, il y a un nouveau grand méchant, et qui n'en ont rien à foutre de votre quête, et qui sont à dire non, non, c'est l'autre là qu'il faut niquer, et ça fait plusieurs groupes de sauveurs du futur qui font leur bidouille. Ça peut valoir le coup, mais là, tout d'un coup, le MJ a plein de travail. On t'aide sur 2 pages, on dit, ah, telle quête, il y a ça qui change, telle quête, il y a ça qui change, et tout ça. Mais quand même, beaucoup de boulot pour le MJ. Voilà, voilà. Attends, j'arrive même pas à lire. Ah oui, il est parti au chrono. Bon, il y en a qui aiment ou pas. Vu qu'il y a un côté pour débutants, j'oserais dire, le chrono 30 minutes, ça peut être dur à gérer. Surtout que c'est quand même vachement variable en fonction des tables. Et puis, mais bon. Mais on. Énigme réelle pour les joueurs. Ah oui, il y a des vraies énigmes pour les joueurs.
qui peuvent être marrantes. Le problème, c'est, enfin, j'ai trouvé que c'était des énigmes niveau collège. Voilà, on va le dire clairement, c'est des énigmes niveau collège. Les vieux rôlistes qui ont déjà vu 15 millions d'énigmes de donjons, vous allez peut-être être un petit peu déçu. D'un autre côté, ce qui est très bien avec ces énigmes, c'est que c'est des énigmes de logique. Voilà, on n'est pas sur le calembour pourri ou le truc à deviner super chiant et tordu. Enfin non, voilà, c'est des énigmes de logique oui, qui sont collège début lycée. De quoi, dans l'air de rien, de quoi faire gamberger ta table un petit quart d'heure, 20 minutes, s'ils sont un petit peu longs ou si c'est 3 heures du mat. Mais c'est que des trucs facilement solubles. C'est pas fait, voilà, c'est pas fait pour bloquer l'aventure, c'est fait pour amener une petite tête de jeu, pour faire gamberger les joueurs autour de la table. Donc c'est plutôt une bonne chose, même si je les trouve un peu faciles. D'un autre côté, le jeu se destinant à partir de 10 ans, oui, ils n'ont pas fait des énigmes pour, voilà, pour des vieux rôlistes qui ont what 1000 années d'énigmes dans les jeux, tout simplement. Donc c'est quand même pas mal, hein, on va le reconnaître. Les moins, on attaque les moins. Alors, le scénario spatio-temporel, plein de bonnes intentions, vraiment à la Marvel, grand couleur, machin, mais qu'à les écueils du scénario temporel à la Marvel, machin, et encore je suis méchant pour Marvel, à savoir, bon, Universal War, dans des histoires de voyage dans le temps, tu dis qu'en fait que le temps a toujours tout été, et que voilà, tu peux avoir une cause qui vient du futur, qui affecte le passé. À savoir qu'un personnage fondateur, par exemple, du passé, peut venir du futur et que lui, jeune, ait été influencé par le monde qu'il a aidé à construire quand il était vieux. Et que du coup, il est ce qu'il est jeune parce qu'il a déjà subi l'influence de ce qu'il a fait dans le passé quand lui était plus âgé. Donc voilà, hop, là il naît dans un monde, hop, il fait des trucs. Là, hop, il retourne dans le passé, il fait des trucs, donc du coup, il crée un monde où il naît, où il fait des influences qui voilà, ça c'est la position de l'Universal War. Je viens de vous spoil l'Universal War, tu es un bâtard. Mais du coup, ça veut dire il y a pas de paradoxe possible. Le paradoxe est strictement impossible. Le temps est la somme de tous les voyages qui ont déjà été en lui. Tu ne changes Walou. Après, tu as le chronolodite de Neudan qui te règle la question par me faites pas chier avec des paradoxes temporels. De toute façon, c'est des lignes de temps différentes. Donc tu peux remonter dans le passé, changer plein de trucs et par exemple t'empêcher de naître, que ça changera strictement rien, parce que ça te fait ça dans une ligne temporelle, enfin dans une autre ligne temporelle, ce qui en fait t'affecte pas tes propres conditions de possibilité. Tu touches les conditions de possibilité d'un monde parallèle, en fait. Donc pas de paradoxe temporel, on s'en fout. Puis après, t'as l'excellentissime Invincible, parce que je trouve que là-dessus, il est bien écrit et il arrive à ne pas trancher. Vu que le moment où il semble avoir un paradoxe temporel qui s'agite, il est fait pour que les PJ passent le truc. Donc en fait, est-ce qu'il y a jamais eu le moindre paradoxe temporel? Enfin voilà, c'est hop, on s'en fout, on va pas repartir sur Invincible. Mais Invincible, à ce niveau-là, moi je le trouve très bien construit. On n'a pas ça là-dedans du tout, vu que les paradoxes temporels existent, mais on est quand même dans des lignes de temps différents, c'est un petit peu à la Dragon Ball Contrun qui retourne dans le passé. En fait, il change pas son passé à lui, il change le passé d'une autre dimension. Mais à la fois, t'as le truc d'Universal War avec une causalité du futur qui est provoquée dans le passé, qui cause son futur, qui cause son passé, qui normalement, le temps, il n'y a pas de paradoxe, avec un globi-boulga magique à la fin. Putain, c'est une des scènes, je vous spoilerai rien, c'est juste que l'explication, on est vraiment dans un ta gueule, t'es magique. Hein. Car le paradoxe n'est pas soluble sur une seule ligne temporelle, mais, ouvrons la parenthèse, et je vous épargne les détails, tu m'étonnes, épargne les détails de l'incompréhensibilité, en ajoutant la dimension des mondes multiples, je pense pouvoir enchevêtrer les fils du temps afin de lui redonner du sens. Cool. Bon là, je poserai rien la phrase d'après qui, par rapport à la conclusion finale du jeu, me pose aussi un petit problème. Puis hop, on va le dire. Hein. Donc en fait, vous sauvez un monde, mais vu qu'effectivement on est sur des dimensions parallèles, en fait vous sauvez juste votre cul. Vous venez d'une dimension qui s'est fait complètement poutrer la gueule, qui se fera poutrer la gueule éternellement dans un cycle destructeur, mais vous vous en foutez, vous êtes les héros qui avaient sauvé rien d'autre que votre cul en fait en débarquant dans une ligne temporelle où vous avez empêché que tout le merdier là se passe. Donc effectivement, il y a un monde où l'ombre ne va pas gagner, le monde dans lequel vous êtes les héros et vous pouvez vieillir heureux. Parce que le monde initial que vous devez sauver, vous le sauvez pas. En fait, vous arrivez juste à fuir dans une dimension parallèle. Bon,
C'est un côté truc extrêmement rigolo, mais un côté twist pareil. Enfin, et puis surtout, c'est une phrase, c'est pas plus approfondi que ça. Moi, j'incite vraiment tout MJ à se dire, oh, on va approfondir ça. Enfin, mais encore, ça c'est juste la meilleure fin possible. Je suis un bâtard, hein, j'ai spoilé la mort. Mais voilà. De toute façon, j'en suis qu'au deuxième point. Les descriptions parfois confuses. C'est bien écrit, mais ouais, des fois, voilà, c'est un peu. Il a fallu faire tenir le texte. Et puis, toi, en tant qu'MJ, tu peux relire 2, 3 fois pour dire ah, j'ai bien compris. De l'autre côté, si t'es censé le lire à des joueurs, il y a des joueurs qui vont faire ouais, j'ai pas compris. Qu'est-ce qui se passe? Il va falloir reparler dessus. C'est pas souvent, mais ça arrive. Il y a une grosse coquille aussi, à savoir que la page 5, elle a été ratée dans la numération, ce qui fait que tu passes de la page 4 à la page 6, mais ils ont conservé quand même le sommaire comme si la page 5 existait. Donc à chaque fois que tu as une référence à une page, bah en fait c'est pas exactement la bonne, faut faire le petit plus 1, moins 1. Voilà, la fin qui pose quand même question. Ouais, la coquille de pagination, les armes légendaires que tu devrais pas trouver selon les auteurs, qu'on dit qu'il faut pas les donner avant un certain niveau de puissance, mais qui distribuent à foison sur drop aléatoire. Hein. En parlant des drops aléatoires, dès que vous récupérez un lancé, à récupérer vos 3 vies et que l'histoire commence pour de vrai, et bah tout de suite après, t'as un test de chance à la con. Voilà, donc tout de suite après, en fait, tous les joueurs en 2 dés de 6, ils les lancent. Bah, s'ils font pas 5 ou 6, vos mis sont morts. Pas plus compliqué que ça. Rien à foutre de ce que vous faites, c'est boum, c'est comme ça. La belle fausse bonne idée, que c'est une idée de merde, ça. Voilà, il y en a plein des comme ça, quoi. Bon, voilà. Au niveau formel, les annexes avant, enfin les annexes après qui devraient être avant, j'en ai plein. Mais d'un autre côté, ben pour du boulot amateur, je maintiens que ça sent la passion, je maintiens que c'est bon, je maintiens, enfin, ils ont réussi à faire quelque chose d'un peu nouveau, où on est clairement dans du jeu de rôle, mais qui porte les influences du jeu de société dans sa mécanique, qui porte les influences du livre dont vous êtes le héros, dans comment en fait tout il est ultra cadré, enfin c'est limite. Tu pourrais dire à tes joueurs, vous avez le choix entre ça, ça ou ça. J'exagère un peu, là je suis une mauvaise foi, mais il y a un peu de ça. Donc il y a vraiment un côté, on est allé chercher des mécaniques de jeux de société, de livres dont vous êtes le héros et de jeux vidéo qu'on a remis dans du jeu de rôle. Et c'est pas forcément une mauvaise chose, ça fait un jeu un peu next generation. Qu'est-ce qu'il y avait à dire en plus en conclusion, hein, moi-même qui ferme mes pages. Ouais, oui, une aventure quand même décomplexée qui fait le taf. Oui, voilà. On peut râler comme moi quand on adore les scénarios bien ficelés sur les voyages dans le temps. D'un autre côté, si vous avez des joueurs pas trop regardants, on s'en bat le steak, ils vont bien s'amuser pendant un bon moment et ils ont une bonne voilà. S'ils sont pas trop regardants sur un truc assez linéaire et qu'ils sont pas trop regardants sur un truc ben des fois il y a des questions au niveau de ce qu'est le voyage dans le temps qui sont très discutables. Ça voilà, ils auront un très bon moment, ils auront une bonne aventure, ils vont bien rigoler. Et enfin j'en reviens que ce truc c'est quand même quelque chose qui m'a vachement accroché. C'est une jeune boîte d'édition. Enfin voilà, je pense que les mecs, c'est des super passionnés de leur truc. Ça fait 15 ans qu'ils préparent leur monde, leur chronique, leur jeu, machin. Ils l'ont sorti, ils doivent être fin heureux. Je pense que s'ils se confrontent à quelques vrais professionnels qui leur dit clairement ton scénar à tel endroit, faut leur bosser, cette forme, c'est pas ouf. Et que bah, c'est cool que vous inventez votre système. Et si vous avez envie que votre campagne elle soit jouée, bah, vous me passiez tout ça sous des D5 et vous la faites en bilingue, hein, comme la boîte d'édition qui a fait Les Vallées Exaltées. Et bravo eux d'ailleurs là-dessus, au passage quand même. Et là vous allez avoir enfin voilà, un scénar qui a quand même de quoi être un bon succès même au State. Enfin, on peut viser le succès mondial. Voilà. Je pense qu'on est sur une V1 qui a énormément de promesses, qui n'atteint pas la perfection du tout, qu'elle laisse entrevoir. Mais en termes de scénar décomplexé, on peut bien se fendre la gueule avec un monde original, un scénario qui te reprend certains poncifs de voyage dans le temps, mais c'est pas les histoires les plus courantes. Un monde très très original. Je le soutiens, mais c'est bien. Il y a un côté vraiment technologico-magico rigolo, et puis des voyages dans le temps qui c'est toujours sympatoche. Enfin, on est vraiment sur un potentiel hit. Voilà, je pense qu'une V2 retravaillée sur DD5 pour toucher du grand public, mais bossez-le pendant 6 mois, prenez un congé pendant 6 mois, ou enfin engagez-moi pour que je vous le fasse pendant 6 mois. On a de quoi toucher vraiment une pure campagne. On a de quoi faire une putain de bonne campagne, bien décomplexée, fun comme tout,
ultra epicness à des dessins. Après, c'est un vrai travail au sens, j'aurais du mal à dire à des gens, bah c'est pas grave, tu le feras toi-même à la maison. C'est énormément de boulot. Il y a vraiment du vrai boulot, des choses à rebosser, transformer le côté, ou pas, hein, ça c'est vous qui voyez, mais transformer le côté ultra linéaire en un truc plus en ouvert, qui serait quand même plus digeste et puis plus sympa. Ou alors rebosser certains enchaînements, laisser un petit peu plus de liberté aux joueurs ou développer plus de possibilités, ça peut être une très bonne chose. Enfin bon, voilà. La V1 n'est pas du tout une catastrophe. Elle pose des gros problèmes qui sont tous les signes de voilà, hein, première édition d'une maison d'édition qui passe un. Là, c'est des amateurs qui arrivent dans le game, mais il y a de la passion, il y a un niveau d'illustration qui est une tuerie. C'est ça a vraiment des bons côtés, ça a de quoi séduire. S'il y a un petit groupe de fans qui apparaît, je serais pas étonné. Après, faut être transigeant sur certains points. Faut être transigeant sur certains points. Ouais, si m'envoie un mail du genre, ouais, alors toi on t'engage pour le projet, t'as 6 mois grande gueule pour que ce soit compatible DD5 et puis tu nous réécris les passages de quête. Ah mais moi je saigne, hein, je signe, j'arrête la chaîne pendant 6 mois, je signe. Il y a vraiment un potentiel très très bon, justement très grand public, comme un bon avant-guerre Marvel décomplexé. Il y a de quoi vraiment générer du grand frisson et des souvenirs pour pas mal de joueurs. Mais il faudrait un moteur de jeu qui fait qu'il est adressé à un plus grand nombre, et il faudrait retravailler certains points. Genre par exemple, les jets de chance du oh, vous venez de gagner des vies, hop, tout plein de jets de chance complètement arbitraires, boum, t'es mort, ah, vous êtes plein à avoir reperdu des vies. Enfin voilà, il y a des petites choses comme ça des fois qui sont vraiment à rediscuter. Enfin, c'est extrêmement séduisant. Voilà, ça a plein de défauts, mais c'est extrêmement séduisant. Donc moi, je souhaite longue vie à cette boîte, hein, qu'elle nous ressorte des petits trucs comme ça. Si elle est partante pour une V2, mais putain, mais moi je signe chez eux. Hein. Il y a vraiment un potentiel pour en faire une dinguerie. Voilà, voilà. C'est un essai non transformé, mais c'est une très belle entrée, voilà, sur le terrain. Voilà. Belle entrée sur le terrain, joueur prometteur. Essai non conclu, mais quand même il s'est fait remarquer. Je veux dire, les sélectionneurs, lui, il faut peut-être le prendre en équipe nationale. On a ce niveau-là, on a vraiment on a du bon, on a du vrai bon morceau. C'est voilà. Bon, je vais pas me répondre 15 fois avec des métaphores à la con, mais ouais, des illustrations super accrochantes qui, je pensais, sont vraiment participées au succès aussi du financement participatif. Un univers qui a beaucoup de choses accrocheurs, qui est pas manichéen, l'air de rien. Et puis voilà, donc découvrez-le si vous avez l'occasion. De toute façon, il va peut être très accessible maintenant, hein, si vous n'avez pas pledgé. Si en asso vous avez la possibilité de le jouer en physique, ça peut être vraiment fun parce qu'une grande partie, bah voilà, du plaisir, c'est de bidouiller les cartes aussi avec les copains, pour faire les combos d'armes. Mais y a de quoi s'amuser parce qu'après même physiquement, tu prends tes dés, tu les mets sur la feuille de l'arme qui est sur ta fiche de personnage pour bien montrer ce que tu fais. Enfin, t'as des trucs comme ça qui sont vraiment un peu jeux de société, mais qui sont des mécaniques rigolotes. Voilà. Enfin, qui ludiquement portent du plaisir. Par rigolote, je suis pas méprisant. C'est juste que scénaristiquement, narrativement, gameplayativement, ça raconte rien. Hein. Ça raconte rien. Mais ça apporte du fun à table. Bah, puis c'est aussi ça, un jeu de rôle. Hein. C'est bien se marier avec les copains pour vivre une aventure bien décomplexée, bien rigolote. Donc pour un certain public, c'est un must-have. Pour un autre, vous allez enchaîner, voilà, et vous allez traîner des pieds. J'avoue que j'ai le cul entre deux parce que j'ai l'impression que même s'il y a plein d'éléments de base qui dans la version, dans cette version qui est disponible me chagrine, il y a vraiment moyen de faire quelque chose de très très bon, très très lourd. Et je pense qu'une conversion des D5 serait vraiment à réfléchir de la part des auteurs. Voilà, voilà. Bon, sur ce, je vais arrêter de me répéter et puis je vais aller ouvrir au chat. Salut les gens!